fait, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que décrivait Candy, justement, c'est l'état où beaucoup de bailleurs sont aujourd'hui, un petit peu d'expérimenter, parfois de tâtonner, de manière à pouvoir optimiser le réemploi, rentrer davantage donc dans le paradigme de l'économie circulaire. Ce qu'on a voulu faire en fait avec Antoine Morin de la French PropTech, donc c'est justement faire des retours d'expérience de bailleurs qui ont déjà, on va dire, pavé un petit peu la voie à ce genre d'expérimentation, qui vont pouvoir parfois déployer chez eux, de manière à ce que ça puisse profiter en fait au plus grand nombre, d'où ces notions de REX. Donc moi je suis Eric Alodi, je suis donc le directeur général, le cofondateur de Psycléa, qui fait partie des bonnes startups, comme disait en fait Antoine, donc membre de la French PropTech. Et on va vous proposer en fait 3 retours d'expérience avant de prendre vos questions. Un retour d'expérience en fait sur justement l'industrialisation de l'économie circulaire, la maximisation du réemploi tel que ça se passe chez Domo France. Et c'est Fred André, directeur de la réhabilitation, qui va en parler. Ensuite, en fait, on aurait dû en fait avoir un intervenant d'Eiffage Construction. Malheureusement, il est souffrant, donc c'est moi qui vais le remplacer parce que j'étais aussi sur le dossier là où on va voir comment on peut éco-concevoir des bâtiments parce que c'est pas le tout de gérer, de solder, si je puis dire, en fait, le passé en faisant du réemploi par rapport à des anciens bâtiments. C'est comment on va construire ou rénover les nouveaux bâtiments pour qu'ils soient, qu'on puisse, que ce soit source d'un réemploi ou d'une réutilisation ou d'un recyclage facilité dans le futur. Et puis le troisième retour d'expérience qu'on aura, ça sera avec Rémi Roca, qui est directeur de maîtrise d'ouvrage en fait d'Habitat 77, où là, il y a un autre élément qui est majeur, on y reviendra dessus, c'est comment je vais finalement, parce que pourquoi on fait du réemploi, au final, c'est pour contribuer à décarboner un patrimoine et à être neutre en carbone, comme vous le savez d'ici 2050. Donc ça implique de connaître son patrimoine, de mesurer facilement son empreinte carbone liée aux composants qui constituent le patrimoine, et d'ailleurs de pouvoir mettre en place et déployer une feuille de route donc décarbonation à travers différentes actions. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va voir. Donc vous allez voir, c'est très concret, très opérationnel, mais sachez que derrière, en fait, il y a tout un travail considérable qui a été fait par tout un tas d'acteurs, basé à la fois sur des dimensions juridiques, contractuelles, et évidemment techniques. Et je vais donner la parole à Fred, si tu veux justement venir témoigner de l'industrialisation du réemploi. Bonjour tout le monde. Donc je suis Fred André, je suis effectivement le directeur des projets réhabilitation chez Domo France et je suis aussi le référent économie circulaire. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on a mis en place. C'est vrai que ça fait déjà depuis presque 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc je vais vous faire un peu un retour de ce qui a été fait. Donc rapidement, pour vous expliquer, nous sommes Domo France, nous sommes aussi, je dirais, acteurs du groupe Action Logement. Donc quelques chiffres, nous sommes basés dans le sud-ouest et notamment le siège social est à Bordeaux, donc on couvre toute la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes le premier bailleur Bicorp de France. Et en fait, vous voyez, on est à peu près autour de 40 000 logements. Voilà, on est à peu près 700 avec des projets assez importants. Et aujourd'hui, on est sur quasiment 22 projets qui font l'objet d'un suivi d'études, notamment qui vont couvrir le sujet que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et puis, chez Domo France, nous avons 6 marques. Donc, Domo France, mais Avita qui est sur la partie, je dirais, vente de logement, Action Territoire, etc., qui est l'accession sociale à la propriété, et l'homme, le logement étudiant, et Agathe, c'est la partie syndic. Alors, qu'est-ce qui nous a amené un peu à engager cette démarche? Donc, en fait, dans le cadre du contexte chez Domo France, vous avez le premier sujet qui est la loi AGEC, donc qui nous a amené à réfléchir sur le sujet. Entre-temps, Domo France a lancé aussi son bilan carbone en scope 3. Vous avez aussi la réglementation, la RE 2020, qui prévoit que le réemploi soit pris à zéro dans le calcul ACV. En fin d'année dernière, il y a eu également le plan décarbonation qui a été lancé par Action Logement. Et du fait du Covid et de la guerre en Ukraine, on a bien vu aussi qu'on a eu un problème de raréfaction de la matière et aussi d'augmentation des coûts des matières premières. Et puis aussi, on a un plan de charge qui est assez conséquent chez nous, puisque c'est ce qui nous a amené justement à travers ce plan de charge de nous dire qu'est-ce qu'on va faire des gisements qui seront issus de ces projets. Donc là, vous pouvez voir sur juste la métropole bordelaise, d'ici 2028, on devrait se retrouver à peu près à plus de 1000 logements à déconstruire et 6000 logements à réhabiliter. Et puis sur l'ensemble de notre patrimoine, on est plutôt à 1600 logements à déconstruire, près de 13 000 logements à réhabiliter. Alors donc les ambitions qui ont été les nôtres quand on a quand on a commencé à travailler sur le sujet, on avait pris contact un peu avec Psycléa puisque ça arrive aussi par des voies détournées et de rencontres
avec différentes personnes. Donc l'idée, c'était d'industrialiser l'économie circulaire, notamment à l'échelle de la gestion du patrimoine. Et notamment, l'idée, c'était de travailler sur les différents aspects qui soient déconstruction, construction neuve, réhabilitation, exploitation. Puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait quand même des projets assez conséquents, sachant par ailleurs également que nous sommes autour à peu près de 1500 logements neufs construits par an et 200 à 300 logements en neuf en accession sociale à la propriété. Donc, le sujet, c'était de comprendre et suivre les économies réelles qui sont, et notamment carbone, puisque lancer le bilan carbone en scope 3 nous amenait aussi à travailler sous ces réflexions. Et puis, comme l'a dit Eric tout à l'heure, on a aussi la taxonomie européenne qui arrive très prochainement, qui va nous obliger à suivre ces indicateurs. Et sachant par ailleurs, comme nous sommes aussi Bicorp, dans les indicateurs Bicorp, il y a aussi le suivi de tous ces indicateurs. Donc, comment ça fonctionne? Donc, on a aujourd'hui une plateforme qui est MyUpCyclea, avec laquelle on travaille. On lance des diagnostics PEMD et ces diagnostics PEMD sont rentrés dans la plateforme et par une magie et avec l'intelligence artificielle. Donc, l'offre de gisement qui est disponible sur la plateforme, elle est mise en face des besoins qui sont formulés par les équipes qui ont accès à cette plateforme. Donc, que ce soit nos AMO, les maîtrises d'œuvre, les entreprises ou un certain nombre de partenaires. Et aussi, voilà, donc on a une fonction qui s'appelle le Resource Manager qui nous permet de suivre, en tout cas, le suivi de l'ensemble des gisements, de l'entrée du diag PMD jusqu'à l'exutoire final, et notamment de nous permettre d'identifier un certain nombre d'indicateurs. Je vais vous montrer un peu quels sont ceux qui ont été faits sur les 3 déconstructions que nous avons fait. Et là, c'est la prochaine étape aussi avec laquelle on va travailler avec Upcyclea, c'est de voir comment, à travers la plateforme, on peut sortir les indicateurs pour la future taxonomie européenne, qui sera normalement en 2025 sur le bilan 2024. De même sur les projets neufs. Donc là aussi, on a voulu travailler sur l'éco-conception, mais bon, tu as dit tout à l'heure qu'il y aura le projet avec Eiffage. Non, c'est ça, avec Eiffage. Mais nous aussi, le sujet, c'est de travailler sur les projets, notamment neufs, et de permettre, dans la réflexion et dans la conception des projets, de faire en sorte que la conception soit facilement démontable, pour que tous les matériaux et équipements qui soient mis dans nos futurs projets puissent être démontables, que ce soit pour les interventions de maintenance, de futures réhabilitations ou de futures déconstructions, tout ça pour leur donner une seconde vie. On va éviter éventuellement de faire ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est de consommer, de fabriquer et de jeter. Donc là aussi, on est toujours dans cette démarche un peu vertueuse, avec bien évidemment à la fin aussi des indicateurs qui nous sont donnés, qui nous permettront de suivre tout ce qui est crédit carbone, taxonomie européenne, et aussi les indicateurs qu'on en a à travers notre label Bicorp. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez une plateforme qui est MyUpCyclea, dans laquelle on a, donc vous pouvez voir à gauche, déjà la cartographie un peu des ressources et de tous les projets que nous avons. Et ensuite, vous avez les écosystèmes qui sont suivis. Donc, ce sont les gisements qui sont identifiés. Et à travers ces écosystèmes, on peut identifier toutes les étapes de transformation, de ce stockage, de transport, etc., jusqu'à l'exutoire final. Et qui nous permet par exemple, sur l'exemple que vous avez en photo, ce sont des gravillons qui étaient en toiture de bâtiments, avec lesquels nous avons pu faire une expérimentation avec CEMEX pour faire du béton désactivé ou du béton bouchardé pour des espaces extérieurs futurs de nos projets. Et donc, une fois que ces écosystèmes sont suivis, et comme je vous disais tout à l'heure, avec la magie de la plateforme, on peut identifier des indicateurs qui soit les bilans déchets, soit le bilan de CO2, soit le bilan hydrique, donc c'est-à-dire la consommation de l'eau, et le bilan économique de toute l'action que nous avons menée, puisque ce qui est important également, c'est bien de faire du réemploi, mais de pouvoir identifier en face le coût éventuel que ça peut avoir par rapport à des projets neufs qui sont intégrés dans les projets. Alors, sur quelques chiffres que nous avons aujourd'hui, donc on a cette plateforme. Aujourd'hui, on a plus de 55 personnes qui ont accès à cette plateforme. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des collaborateurs, on a nos AMO, les maîtrises d'œuvre, les entreprises, des partenaires extérieurs. On a 10 projets aujourd'hui en cours sur cette expérimentation
Vous me direz peut-être à 10 projets, on n'est plus sur de l'expérimentation, on commence à être sur de la massification, mais bon, le propre de l'expérimentation, c'est d'aller un peu jusqu'au bout, et on est, je dirais, au milieu du gué, donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc on est effectivement sur les projets de déconstruction et réhabilitation construction neuve. À ce jour, nous avons caractérisé plus de 1000 gisements, dont 200 ont été recensés pour pouvoir faire du réemploi. On a suivi 110 écosystèmes, et puis ce qui est important, c'est de savoir qu'on a à peu près 2700 logements aujourd'hui concernés par les diagnostics PEMD et ressources, puisqu'on a lancé ces diagnostics en amont de la réglementation. Tous ces éléments, en fait, se sont encadrés, je dirais, et sont suivis par une instance qu'on a créée en interne, qui est un comité technique. Ce comité technique regroupe un peu nos collaborateurs, les AMO des projets, les maîtrises d'œuvre. Il sert à quoi? Donc l'idée, c'est un peu un comité déjà dans un premier temps pour partager l'expérience des uns et des autres, pour monter en compétences de manière collective. On a la possibilité aussi de faire des arbitrages de gisements, parce que quelquefois on a des maîtrises d'œuvre qui se positionnent sur les mêmes gisements. Et ça nous permet également de travailler sur les indicateurs à mettre en place, mais aussi, par exemple, les critères de sélection que l'on doit identifier sur l'ensemble des projets pour les futures consultations. Et ensuite, vous avez également tous les modalités qu'on est en train de créer, toutes les modalités de suivi et sur l'ensemble du projet à toutes les étapes. Nous avons travaillé également avec un avocat sur des conventions de dons et de vente de matériaux. À ce jour, on en a déjà fait 8 de dons. Nous, en tant que bailleur social, on n'est pas allé sur de la vente pour l'instant parce que c'est un peu complexe, je dirais, en termes juridiques. Et ça nous oblige aussi à devenir, à être dans le droit commercial, donc à vendre des assurances et autres, et à fournir des garanties. Mais on est plutôt parti sur du don. Et puis en dernier lieu, aujourd'hui, on a un accord cadre sur les diagnostics PM des ressources et aussi ressources management. Et prochainement, on lance la partie accord cadre économie circulaire pour un AMO. Alors, sur les 3 projets de déconstruction aujourd'hui que nous avons menés, qui sont terminés à ce jour, donc vous avez dans un périmètre assez proche, donc vous avez la résidence Laffut, Henri Sellier, Yves Montand. Donc bon, vous voyez que la première a commencé en octobre 2021, la dernière s'est terminée en mai 2023. Ce qu'on peut, en termes de bilan, ce qu'on peut dire, c'est sur les inertes, on a atteint assez facilement les 100% de valorisation matière. Par contre, pour les non-inertes non dangereux, donc vous voyez, on oscille entre 53% et 79%, qui sont quand même déjà des scores assez élevés. Sachant par ailleurs que sur ces 3 opérations, on avait 3 déconstructeurs différents qui rentraient dans cette démarche. Donc, on a fait un travail assez important avec les équipes, et notamment Paula qui est là, pour pouvoir effectivement acculturer les entreprises et travailler justement pour améliorer et augmenter de manière significative les taux de valorisation. Donc, au global, donc vous voyez, on est quand même en masse, on est quand même sur des taux de valorisation proches des 100% sur les 2 thématiques. On est aussi sur des volumes de CO2 qui sont assez importantes, et tous ces éléments-là vont pouvoir rentrer justement dans les indicateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, sur les indicateurs également qui sont produits par la plateforme, donc là également, là aussi c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de voir les efforts qui sont fournis par l'ensemble des équipes, qu'elles soient en interne, que ce soit nos maîtrises d'œuvre ou également les entreprises qui réalisent les travaux. Donc, ça nous donne, en tout cas, sur les 3 opérations, là on a maintenant des indicateurs qui nous permettent d'avoir un là, et sur laquelle on va pouvoir capitaliser pour les futurs projets, et notamment en termes d'ambition que nous allons nous donner, de se rendre compte que finalement, bien qu'on avait mis au départ les 80% de valorisation sur les inertes et les non-inertes non dangereux, on voit que finalement on est largement au-dessus. Donc on va pouvoir capitaliser de manière plus importante sur les prochains projets. Donc vous voyez quand même qu'on est, je dirais, sur des taux de réemploi qui ont progressé dans le temps. On a commencé avec 2,5%, on a fini avec 23%. Et notamment sur les surcoûts que nous avons sur le réemploi, on est également sur des coûts qui ont été assez maîtrisés, puisque que ce soit nos maîtrises d'œuvre ou l'AMO, le groupement d'AMO Upcycléa, NeoEco et Sodiatec, qui nous ont permis justement de pouvoir avoir des coûts maîtrisés, et au regard de produits qui seraient neufs pour les futurs projets, on voit bien qu'on est sur des économies qui ne sont pas négligeables. Voilà quelques photos un peu de ce que nous avons pu faire en réemploi. Donc vous avez en haut
À gauche, des équipements sanitaires. Ensuite, en bas, juste en dessous, vous avez des pavés béton, des dalles granito, des gravillons de toiture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a aussi récupéré des menuiseries, que ce soit intérieures et extérieures, et notamment certaines menuiseries vont faire l'objet de réintégration dans le projet de réhabilitation que nous avons. C'est une résidence à côté où on est sur les mêmes caractéristiques de bâtiments. Et aussi, on a récupéré un certain nombre d'équipements électriques ou électroniques aussi pour la gestion, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'exploitation. L'idée, c'est de voir aussi dans la remise en état de logement qu'on puisse récupérer un certain nombre d'équipements au lieu de les jeter. Donc les partenaires que nous avons sur ces projets sont Copébat, le GP Veridot, les compagnons bâtisseurs. En fait, on se rend compte que toutes les structures sont plutôt des structures de l'économie sociale et solidaire, puisque nous aussi, nous avons des taux d'insertion relativement importants dans nos marchés de travaux. Là, vous avez aussi une expérimentation que nous avons faite sur des voiles béton pour la réutilisation de dalles béton en dalles de page japonaises. Pour vous dire, à l'origine, en fait, on était parti sur de la découpe de murs en béton pour les réintégrer dans les futurs projets de construction neuve. Mais bon, ça a été compliqué, on a abandonné le sujet, ça coûtait relativement cher. Finalement, on a atterri plutôt à de la découpe de dalles, et donc vous voyez un peu à droite l'ensemble des morceaux qui sont stockés et qui ont été découpés par l'entreprise pour le futur projet neuf que nous allons faire issu des déconstructions, sur le site qui était issu des déconstructions. Je sais pas comment tu veux, je vais vous présenter, avant de présenter peut-être qu'on va finir. Je vais vous présenter, on a fait un petit film qui retrace un peu, je dirais, le processus que nous avons mené sur la déconstruction de l'immeuble Henri Sellier. Donc vous allez voir un peu en image ce que ça donne, et je vous laisse un peu apprécier un peu le projet.
Donc voilà un peu, je dirais, l'histoire de l'opération de déconstruction d'Henri Sellier. Donc en fait, elle a vocation un peu à montrer ce qu'on a pu faire sur le chantier, mais aussi la vocation surtout en interne aussi vis-à-vis des collègues, de pouvoir un peu acculturer un peu plus sur le sujet. Puis en dernier lieu, je dirais, tous les gisements que nous avons récupérés sur les 3 déconstructions dont je vous ai parlé, donc on va pour partie les réintégrer dans le futur projet de construction neuve, où là, comme je vous ai dit, la commande qui a été faite aux maîtrises d'œuvre, c'est de faire en sorte qu'on soit sur un bâtiment facilement démontable. Et donc tous les matériaux, donc ça oblige à changer toute la conception un peu classique de ce qu'on fait aujourd'hui. Étant donné qu'on est dans le sud-ouest aussi, il y a aussi la question du confort d'été, qui est quand même assez important. Et voilà un peu j'ai les premières pistes aujourd'hui. Donc vous avez les images qui sont sur la droite de ce qu'on va faire. Et donc on a déjà des premières pistes de réemploi qui sont proposées, que je vous laisse découvrir. Par contre, ce qui est intéressant un peu sur le sujet, c'est qu'on voit que c'est pas nécessairement des choses simples à mettre en œuvre, puisque il faut aussi travailler très en amont avec que ce soit l'instructeur du permis de construire, que ce soit les assurances, que ce soit le bureau de contrôle. Et à ce jour, sur ce projet, on est en train de développer plus de 30 solutions circulaires à intégrer sur ce projet. Alors, en termes de premières conclusions qu'on peut faire sur ce qu'on a fait depuis 3 ans et demi, donc on se rend compte qu'il faut réfléchir à une échelle territoriale. Donc l'idée, c'est de mutualiser et surtout de rendre visible et lisible l'ensemble des gisements qui existent sur le territoire. Et notamment, on voit bien que on peut pas le faire avec des tableurs Excel. Donc l'outil numérique devient indispensable. Il faut une synergie entre l'ensemble des acteurs et puis surtout, on voit bien que ces nouvelles pratiques amèneront un impact économique et notamment sur l'emploi avec de nouveaux métiers. Pardon. Et en tout cas pour chez nous, on a pas mal de structures de l'économie sociale et solidaire et d'insertion qui viennent sur la déconstruction. Sur le deuxième point, sur le modèle économique, donc aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de filières qui sont en train de se structurer. Donc on peut penser que dans quelques temps, en ayant plus un maillage plus important des filières, donc on va pouvoir aussi être sur des coûts qui seront un peu plus maîtrisés qu'aujourd'hui. Il y a besoin aussi de l'accroissement de la compétence de l'ensemble des acteurs sur toute la chaîne. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, on est allé voir l'instructeur du permis de construire en lui disant on va faire une façade, mais pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on va y mettre, puisqu'on cherche du matériau en réemploi. Ça nécessite que tout le monde fasse un pas de côté. La projection des volumes et aussi du plan pluriannuel de ce que je vous ai montré tout à l'heure, le fait d'avoir beaucoup de volumes d'activité nous permet aussi de massifier un peu le sujet du réemploi. Également la compétitivité sur les matériaux neufs. Vous savez que depuis peu aussi on a l'éco-contribution qui vient se rajouter aux matériaux neufs du fait de la REP. Après, sur les questions économiques, est-ce qu'on fait de la vente, du don, ou on va vers la REP? Ça aussi, ce sont des vraies questions qui sont à se poser, sachant en plus que la REP n'est pas encore maillée complètement sur l'ensemble des territoires. Donc sur la REP aussi, il y a la question de oui, à la reprise gratuite, mais le coût du transport pour aller vers le lieu de dépose. Et il y a aussi le sujet de passage d'une technique non courante à une technique courante, sachant que par ailleurs, aujourd'hui, vous avez déjà le CSTB, par exemple, qui a lancé une fiche de plus de 30 familles déjà de produits réemployables qui n'ont pas besoin de problématiques, qui n'ont pas de problématiques sur les assurances. Ensuite, vous avez la question du stockage et toute la logistique qui est pas neutre non plus, puisque entre le moment où on a les matériaux qui sont disponibles et le moment où on les met en œuvre, il peut se passer un certain temps. Donc il faut gérer la question un peu du transport et du stockage. Donc le transport aller-retour vers le lieu de stockage et le retour sur le chantier. Nous, on a aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le film, on a un petit lieu de stockage et aujourd'hui qui est relativement plein. Et on est en train de chercher des solutions avec la métropole. Donc on voit bien qu'on a besoin de gestion mutualisée à l'échelle d'un territoire, c'est aussi important, sachant qu'en plus sur Bordeaux le coût du foncier est quand même relativement élevé, donc ce qui pose aussi question d'avoir ce type de lieu. Et ensuite le coût du foncier comme je viens de le dire. Ensuite la question de la structuration de la démarche est importante. Donc nous on a fait appel à Upcycler, on travaille avec eux depuis 4 ans qui nous permet de digitaliser l'ensemble des informations. Et en plus, on parle de réemploi à la plateforme, mais on est en train de travailler parce que en fait, les informations qu'on récupère à travers la plateforme peuvent alimenter tout plein d'autres sujets
et notamment le projet data qu'on est en train de mener sur toute la digitalisation en fait du patrimoine. Ensuite, on est en train de structurer notre démarche aujourd'hui pour ensuite les intégrer dans la future massification de la production. Là également sur l'assurance et les garanties, donc ça c'est, je vous conseille d'intégrer suffisamment en amont le bureau de contrôle et votre assureur, parce que ce sont des discussions qui ne sont pas simples. En plus, ça dépend des assureurs, parce qu'ils fonctionnent pas tous de la même façon. Et puis, l'idée, c'est de capitaliser sur le RX au fil des opérations pour être en amélioration continue. Donc, alors, et le dernier point, donc, sur les projets récepteurs, donc, puisqu'on a plusieurs sujets sur lesquels on est en train de travailler, on se rend compte qu'il faut anticiper les différentes phases du projet relativement tôt. Il faut avoir aussi une conception assez flexible, parce qu'on peut avoir des gisements qui arrivent un peu plus tard et il faut pouvoir les intégrer dans le projet. Les acteurs aussi compétents et volontaires, parce que ce n'est pas simple non plus. Donc aujourd'hui, systématiquement, dans nos consultations de maîtrise d'œuvre, on demande des BET réemploi intégrés aux équipes. Ensuite, comme je vous l'ai dit, intégrer les assurés bureau de contrôle. Il faut aussi des objectifs assez clairs. Donc tout à l'heure, vous disiez que notamment la charte pleine commune donc indique aussi les pourcentages. Voilà, donc ça aussi c'est important. L'autre élément qui est important, puisqu'on est en train de le vivre actuellement, c'est les modalités et les process d'acceptation des gisements du bureau de contrôle. Par exemple, on a récupéré plus d'1 kilomètre de garde-corps sur un projet de réhabilitation qui était en dépose pour l'intégrer sur le projet neuf. Donc, il fallait revalider tout le process avec le bureau de contrôle et en fait, ce process a été validé aujourd'hui par notre assureur. Et ensuite, ce sont les documents de suivi, traçabilité. Ça, on le fait à travers la plateforme. Et puis, le dernier point, c'est ce que je vous fais aujourd'hui, c'est le retour d'expérience. Bon, il est léger, hein, le retour d'expérience, parce que on a un document quand même de plus de 30 pages. Mais donc voilà, donc c'est un peu le partage de l'expérience qui est aujourd'hui la nôtre. Donc là, ce que nous a présenté Fred, justement, c'est la partie réemploi. Donc la partie, finalement, on essaie de solder le passé, mais le passé n'a pas été conçu pour le réemploi, ni pour le recyclage. C'est-à-dire que les produits ne sont pas caractérisés, on ne sait pas ce qu'on a sur un chantier, on a perdu la référence produit, sa marque, on ne sait pas sur une moquette s'il y a un polyester, en nylon, on ne sait pas ce qu'il y a dans le béton, s'il y a trop de sulfate ou pas assez de sulfate, qui va déterminer les prochaines vies possibles de ce béton-là. Par exemple, s'il y a trop de sulfate dans un béton, on ne peut pas refaire du béton bas carbone avec, on est obligé de le mettre en sous-couche routière. Donc vous voyez, donc sur la caractérisation des ressources, on va avoir des débouchés plus ou moins créateurs de valeur. L'idée maintenant, c'est de se dire comment on va faire en sorte aujourd'hui dans les bâtiments qu'on est en train de construire, de rénover, d'éco-concevoir ces bâtiments-là dans une optique, dans un contexte d'économie circulaire. C'est le concept qui est en train d'être déployé sur différents, je crois 3-4 chantiers chez Domo France et ailleurs chez d'autres bailleurs. C'est ce qu'on appelle le concept du bâtiment banque de matériaux. C'est-à-dire qu'on conçoit le bâtiment comme une banque de matériaux. Donc, on conçoit le bâtiment pour qu'il soit le plus démontable possible, pour récupérer les matériaux à moindre coût en fin d'usage, et avec des fiches d'identité qui vont caractériser ces produits et qui vont suivre donc la vie du bâtiment jusqu'au ce qu'éventuellement ces produits soient usagés. Donc, tout à l'heure, Fred parlait beaucoup de magie de la plateforme MyPsychéa. La magie repose surtout sur de la donnée, en réalité, la donnée, l'utilisation. Et c'est ce que nous on appelle le passeport circulaire, dont je vous donnerai un exemple dans un instant. Donc, je vais vous présenter ce qui a été fait par FH Construction pour le compte de Maisons et Cités. Donc, Cité Pinson. Donc, Maisons et Cités, en fait, c'est un des bailleurs les plus importants des Hauts-de-France, donc spécialisé évidemment sur les maisons avec jardin. Et donc, ils ont beaucoup de logements réhabilités. Et puis, il y a notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle l'engagement pour le renouveau de bassin minier, dont fait partie l'opération dont je vais vous parler. Donc, normalement, Nicolas Delhomme d'FH Construction aurait dû être là pour présenter à ma place. Malheureusement, il est souffrant, mais comme j'ai été associé au projet, je peux vous en parler en fait en toute connaissance de cause. Voilà, donc première chose qui a été faite, c'est de caractériser le patrimoine. C'est-à-dire, c'est en cette tranche 1 où il y avait 129 maisons, il y a 4 tranches. La première tranche, c'était 130 maisons. C'est genre de dire, en fait, de les caractériser, c'est-à-dire de quoi sont constituées ces maisons que l'on va construire ou rénover, en l'occurrence. Oui. Donc, on les a, de même qu'on a importé, dans le cadre de l'exemple de Domo France, qu'on a importé des diagnostics PEMD ou ressources à travers des tableaux Excel qu'on a intégrés
dans la plateforme MyPsycléa. Ici, on a utilisé un tableau Excel, je vous montrerai après, pour intégrer les composants qui constituent ces maisons-là. Oui. Donc, on a une table des matériaux qui permet de décrire la composition d'un patrimoine, en l'occurrence ici, mes 130 maisons. Et on verra avec Rémi Roca tout à l'heure, c'est carrément, ça se fait aussi au niveau de la totalité d'un patrimoine. Donc des dizaines de milliers de gisements. Là, on est sur les 129 maisons, donc ça a été intégré dans la plateforme, on a les adresses de chacune des maisons, et on connaît la constitution des gisements qui constituent chacune des maisons. Hein, si là, ici, il y a des... donc il y a de l'isolation, de la peinture, ben, on va connaître en fait la quantité, la localisation, dans quelle maison, si c'est neuf, si c'est déjà issu du réemploi, éventuellement si c'est bien démontable ou pas. Toutes ces informations-là vont caractériser un gisement qui constitue en fait, ou l'ensemble des gisements qui constituent une maison ou un patrimoine. Et donc ça c'est important. Donc un gisement c'est quoi? On va avoir un passeport qui caractérise ces données environnementales, je vais revenir dessus, et c'est donc également une quantité au niveau du gisement, sa localisation, son degré d'usure, son degré de démontabilité, des photos, parce que quand on voudra le réemployer plus tard, ben, la photo permettra de faciliter, comme on l'a vu dans le cadre de MoFrance, l'association entre un gisement qui devient trop usé et qu'on veut sortir du bâtiment, et quelqu'un qui va avoir un besoin, qui va du coup utiliser par des recherches, donc dire ben, c'est ce gisement-là que je veux là, et qui aura ces caractéristiques sans qu'on ait besoin dans le futur de faire à nouveau des diagnostics. Donc la donnée, c'est important de la caractériser au début d'un bâtiment lors de son éco-conception et de la mettre à jour pour qu'elle ne perde pas sa valeur. C'est là-dessus, on sait que les temps que l'on vit sont difficiles, on parle d'inflation, on parle de réglementation, de taxonomie européenne, des choses de plus en plus en fait contraignantes. Donc il faut se simplifier la vie, et la digitalisation, les données et les processus, et l'industrialisation de l'économie circulaire permet d'y répondre. Donc là, typiquement, je prends l'exemple d'une maison. Donc sur cette maison, il y a 61 gisements, donc de toute nature. Et dans cette maison, en fait, s'était posé la question de la reconstruire à neuf ou au contraire de la rénover. Donc nous, on a conseillé vraiment de conserver le plus possible la structure, de la rénover. Donc il y a 6 gisements qui ont été réemployés, qui correspondent à peu près à la moitié du tonnage de la maison et qui évidemment conservent plutôt la structure, donc les solives, les planchers, les murs extérieurs, les murs intérieurs. Donc c'est tous ces produits que vous voyez là. Et d'après la réglementation, donc on est sur de la réhabilitation, mais on a appliqué la réglementation de l'REM1 qui s'applique plutôt à du neuf en disant ben, tout ce qu'on rénove ici, en termes de carbone, ça fait zéro. Donc, dès le départ, ce que disait Rémi Fred tout à l'heure, dans le fait de la conception du bâtiment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder, qu'est-ce qu'on va essayer de réemployer ou qu'est-ce qu'on va mettre comme produit neuf. Donc dès le départ, en fait, finalement, on construit la décarbonation de son patrimoine dès la phase d'éco-conception. Donc tout ça, qui est bien identifié et qui bouge pas, donc c'est 6 tonnes de murs extérieurs, c'est 7 tonnes de solives et de poutres, etc. En termes de carbone, ça va faire zéro. Oui. Donc il faut bien les identifier et bien les tracer. Parce qu'en termes de carbone, ça va faire zéro, c'est-à-dire quand quelqu'un va venir vérifier, il va falloir prouver qu'effectivement c'est bien été réemployé et de quelle quantité et de quel produit on parle. D'où la notion en fait de données et d'outils. Ces gisements sont, comme je disais tout à l'heure, en fait, caractérisés par des passeports. Alors, qu'est-ce que c'est un passeport? Vous avez peut-être entendu parler des FDES en France, dans lequel on va trouver des informations ACV sur le carbone, ou l'eau, l'énergie, entre autres, qui a été nécessaire à la fabrication de produits, à sa fin de vie, à sa maintenance. La FDES, c'est la déclinaison française d'une norme internationale qui s'appelle EPD, Environmental Product Declaration, dans laquelle on décrit justement ces données d'ACV. Un passeport, c'est plus large que ça. C'est ces données-là, mais ça suffit pas pour faire de l'économie circulaire, parce qu'on a besoin de connaître la composition précise du produit, on a besoin de connaître s'il y a des éléments toxiques ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de faire l'éco-conception d'un produit si en fait ça nuit à la santé des occupants? Donc je pense que Rémi en parlera tout à l'heure, mais je sais qu'Habitat 77 est très attentif là-dessus. Ça veut dire aussi connaître quelles sont les prochaines vies possibles de ce produit-là. Est-ce qu'il y a un système de reprise par le fabricant? Est-ce qu'il peut être upcyclé, etc. Est-ce qu'il y a des processus de montage, démontage aisés? Donc tout ça, c'est décrit. On va trouver également en fait quelles sont la part de recyclé ou la part de biosourcé dans ce produit-là. Ça fait partie des indicateurs qui sont demandés par Bicor, par la taxonomie européenne, etc. Donc la data, c'est le secret en fait. C'est ça qui va permettre de sortir par le haut de cette crise qu'on traverse en matière d'inflation, en matière au niveau des matériaux, y compris qu'on provoque parfois soi-même par l'augmentation avec des éco-contributions qui font renchérir ce prix-là. On a deux types. Donc du coup, Epsycléa a inventé ce concept-là en 2015. Maintenant, ce concept de passeport est en train d'être normalisé au niveau européen.
à travers ce qu'ils appellent Digital Product Passport. Donc ça va commencer à partir de 2027, il y aura un standard qui permettra vraiment de caractériser, donc d'ailleurs l'ensemble des produits, pas que les produits de la construction. Donc vous aurez en tant que consommateur, on aura en fait même un QR code dans lequel on dira, ben voilà, toute la vie du produit, sa composition, etc. Donc bien plus que les informations qu'on trouve aujourd'hui avec les codes barres. Donc cette notion de passeport, donc on a constitué depuis maintenant plusieurs années. Psycléa, c'est un acteur qui est impliqué dans l'économie circulaire depuis 15 ans et on a créé cette plateforme depuis 2016 et l'a déployée depuis 2019. Mais ça s'accompagne d'abord de données. Donc on a mis en place une librairie de 10 000 passeports circulaires qui sont rentrés avec l'aide de 650 fabricants partenaires, dans lequel ils décrivent, comme je disais tout à l'heure, donc des informations carbone, etc., mais aussi la composition, la toxicité, la non-toxicité, les prochaines vies, la part de recyclé, etc. On a deux types de passeports. On a les passeports qui sont rentrés par les fabricants eux-mêmes. Donc ce sont les fabricants qui ont des comptes gratuits et qui vont rentrer ces passeports et qui les font vivre, hein, parce qu'un produit, ça évolue, un processus de fabrication évolue. Et aussi des passeports génériques dans lesquels c'est pas lié à une référence produit, c'est pas lié à une marque fabricant, c'est juste en fait un produit dont on ne sait pas, donc qui n'est pas lié à un fabricant, mais sur lesquels on a les données environnementales par défaut. Oui. Donc je ne sais pas, par exemple, que ce parquet-là, en fait, c'est un parquet Target ou pas, etc. Juste un parquet. Donc je vais avoir des passeports génériques type parquet bois massif, parquet peut-être avec telle essence de bois, etc. Et je vais avoir en fait des données environnementales par défaut qui vont donner des informations sur l'empreinte carbone, l'impact hydrique, énergétique, qui permettront quand même de faire des calculs d'indicateurs et qui permettront de nourrir les algorithmes intelligents de la plateforme. Ces passeports-là, évidemment, sont beaucoup utilisés pour caractériser les produits qui sont issus du diagnostic. Parce que quand on fait le diagnostic PEMD, en général, ce sont des vieux produits, on a perdu la référence du produit. Donc on n'est pas capable de dire c'est un parquet Target, on va dire c'est un parquet. Et j'ai utilisé le passeport générique parquet avec des informations moins fournies, mais quand même utiles pour les algorithmes et pour les indicateurs. Donc imaginez que demain vous avez construit ce qu'est en train de faire donc Maison et Cité, ce que fait Domo France, et qu'on conçu vos nouveaux bâtiments, que ce soit en construction ou en rénovation, avec la banque digitale des matériaux qui constituent ces bâtiments-là, auxquels sont associés des passeports pour le coup fabricant, eh bien vous aurez en fait l'information directement dans le bâtiment, dans la banque digitale associée au bâtiment, et qui permettra derrière de savoir ce que peut devenir le produit en fin d'usage. Ça va, ça vous paraît clair? Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une librairie de 10 000 passeports. Ces passeports, d'ailleurs, quand il s'agit de passeports fabricants, sont notés par nos soins, parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir des données qui ne sont pas de qualité. Il y a pas mal de fabricants qui peuvent être tentés, entre guillemets, d'enjoliver leurs produits. Donc nous, quand ils disent, en fait, on a tant de pourcents de recyclés, c'est pas toxique, etc., il n'y a pas de molécules toxiques. Donc derrière, on leur demande de mettre des preuves dans un espace privé, et on va vérifier ces preuves. Si ces preuves en fait sont attestées par des tiers, ils ont des pictogrammes colorés. Si c'est autodéclaratif mais conforme à ce qu'ils annoncent, grisé. Et sinon, ils n'ont pas de pictogramme. Donc la data pertinente et qualifiée, c'est le fondement de la magie de l'outil dont on parlait en fait Fred tout à l'heure. J'en profite pour dire que pour que tous les fabricants parlent le même langage, en termes de composition, on a dû inventer une nomenclature universelle matière. Ça n'existe pas. Les nomenclatures partielles sur les plastiques, sur les métaux, mais te dire en fait c'est du nylon. Quelqu'un peut dire moi j'ai une moquette en nylon, on va dire ah, moi j'ai une moquette en polyamide, c'est la même chose. Ouais. Donc il faut que tout le monde parle le même langage pour que tout ça puisse fonctionner correctement. Et dans le passeport, comme je disais, on va trouver des informations générales, on va trouver la composition sur la base de cette nomenclature dont je parlais. Demain, ce que permettra le produit, quand on dira je cherche tant de cuivre ou tel nylon ou tel polyamide 6 ou 6,6, etc., on nous dira il y en a à tel endroit, tel et tel site effectivement ont des moquettes, par exemple, si je prends du nylon, qui vont être enlevées. Il y a cette moquette en nylon, en fait, il y a du nylon qu'on peut récupérer. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion des mines urbaines. Donc ce genre d'outil de gestion circulaire d'un patrimoine permet justement de pouvoir faire la gestion des mines urbaines pour qu'on fasse circuler les produits qui sont en place dans les bâtiments, plutôt que d'aller à nouveau s'approvisionner dans les mines naturelles. Oui. C'est ça l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est pas faire du réemploi uniquement, c'est pas dire je donne une seconde vie à un déchet, c'est donner de multiples vies à des ressources. Donc c'est ça où il y a un changement de paradigme en fait. Donc si typiquement je fais du réemploi, mais que ce produit-là, je vais le coller, qu'il est irrécupérable ou difficilement, ou que parce que je peux plus le réemployer une seconde fois, je peux pas non plus de ce fait-là le recycler, j'ai juste en fait retardé le moment où ce produit va devenir un déchet.
L'économie circulaire, c'est imiter la nature. Dans l'économie circulaire, la notion de déchet n'existe pas. Tout est ressource, tout est nutriment. La notion de déchet n'existe pas. C'est pas qu'il y en a moins, c'est qu'il n'y en a pas. Cette prise de conscience dont parlait aussi Fred tout à l'heure, le fait d'acculturer les personnes, d'acculturer les différentes parties prenantes d'une construction, d'une déconstruction, ça fait partie aussi de l'évolution nécessaire pour que l'économie circulaire devienne la règle et finalement nos actes soient complètement biomimétiques, c'est-à-dire inspirés de la nature, qu'on fonctionne en écosystème, en régénération des ressources et sans créer de déchets, ni de problèmes de santé bien sûr. Donc, on utilise d'ailleurs le Cradle to Cradle, qui est la norme internationale de l'économie circulaire pour les produits, pour ce qui concerne en fait la partie non-toxicité. Donc, il y a toute une liste voilà, des molécules bannies. Et donc, et quand ils nous disent, ben, j'en ai pas, bon, c'est là où on vérifie, et c'est là où ils ont le petit picto. Également, dans le passeport, on va trouver donc la durée d'usage, la part de recyclé, de biosourcé et les prochaines vies qui sont envisagées pour le produit. Encore une fois, s'il y a des systèmes de reprise qui sont et ça, c'est des choses qui continuent en fait que les fabricants eux-mêmes sont intéressés en fait à renseigner. Aujourd'hui, les fabricants, c'est très paradoxal. Je vous confie un petit secret, c'est qu'en fait aujourd'hui, on parle de la REP bâtiment. Okay, donc, et qui finance la REP bâtiment? Les fabricants. C'est eux qui en fait qui doivent payer, qui doivent financer cette REP-là. Et ça se passe par ce qu'on appelle une éco-contribution. Donc en gros une taxe, mais au final, ce sont les bailleurs qui vont payer plus cher ces produits-là parce qu'ils ont réintégré dans le coût des produits l'éco-contribution pour financer la REP. Mais les fabricants, ils ne sont pas intéressés par la REP. Les fabricants, ils sont intéressés à récupérer leurs matériaux. Parce que derrière, ils vont pouvoir la réinjecter à leur processus de production, ce qui est beaucoup moins cher pour eux. Oui, donc on marche un petit peu sur la tête aujourd'hui. On est en train de demander à des gens de financer quelque chose dont ils n'ont pas besoin, payé par des bailleurs qui vont payer plus cher en plus de l'inflation actuelle. Donc parce qu'on est en train d'hériter d'un mécanisme, d'une approche qui est encore linéaire, alors qu'on est maintenant en train de rentrer dans un paradigme circulaire qui demande de penser différemment. Oui. Donc les fabricants nous disent, bon, ok, nous on paye la REP, mais on veut récupérer nos produits. Aujourd'hui, Schneider récupère en fait ses produits Schneider parce qu'il les reconditionne, il les remet sur le marché, du coup avec des impacts carbone plus faibles. Target, Interface, qui font des moquettes, récupèrent le nylon de leur moquette pour faire des Saint-Gobain, Signat récupère le plâtre pour faire du plâtre, etc. Vous voyez? Donc c'est tout ça, ces choses-là, en fait, bon, ça fait partie, on va dire, d'un processus de maturation, mais aujourd'hui, il va falloir que les choses évoluent je pense sous l'action des bailleurs, en fait, de ceux qui sont finalement qui achètent. Mais sachez que les fabricants, d'un certain point de vue, même si paradoxalement ils financent la REP bâtiment, sont de votre côté. Bon, on va trouver donc les informations d'impact carbone énergétique. Donc ça, globalement, c'est ce qu'on trouve typiquement dans les FDES ou les EPD, puisqu'on a aussi des produits qui sont internationaux, donc qui n'ont pas de FDS française, mais qui ont des EPD internationales. Et puis des informations complémentaires, lieu de fabrication, etc. Donc tout ça, c'est important pour pouvoir justement calculer ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on appelle nous la signature circulaire d'un bâtiment ou d'un patrimoine. Comment ça se passe? Quand je vais FH, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renseigné dans une table de matériaux les produits, donc les gisements qui constituent chacune des maisons. Quand il y avait des produits réemployés, ils ont utilisé le passeport générique pour les solives, pour la façade extérieure, etc. Et quand c'était des produits neufs, ils ont utilisé les passeports des fabricants. Et quand éventuellement un passeport fabricant fait défaut, ils disent va voir Upcycléa, ils vont t'ouvrir un compte gratuit pour que tu crées ton passeport, et du coup ça m'intéressera d'utiliser, voir ce qu'ils font. On travaille beaucoup avec Accor et c'est ce qu'ils font aussi beaucoup. Leur service achat fait une consultation en disant j'ai besoin de tel type de produit. Donc ils consultent quelques fabricants en disant va rentrer tes passeports, que je sache de manière transparente ce qu'il y a dedans, de manière à pouvoir sélectionner le meilleur, du point de vue environnemental. Ouais. Et donc ça, c'est importé dans MyEpsyCléa, ça nous fait la banque digitale donc des matériaux du patrimoine ou de la tranche de maison. C'est tous les petits, le premier slide je vous ai montré au début, on a la localisation, on va trouver tous les gisements qui constituent, qui sont récupérés de ce tableau Excel-là. On a utilisé le tableau Excel parce que tout le monde le comprend. Pas besoin de passer par des formats compliqués. Et ça calcule en un clic automatiquement différents indicateurs, différentes empreintes carbone, l'empreinte carbone de production, le embodied carbone, donc le scope 3, sur la totalité donc du carbone hors usage. Aussi les indicateurs de la RE 2020 si c'est un bâtiment neuf, donc ce qu'on appelle le IC composant, le IC construction. Le degré de santé, puisqu'on a dans le passeport, on a de l'information sur la non-toxicité du produit, donc on est capable de dire, voilà, il y a tel pourcentage qui est complètement sain, tel pourcentage qui est éventuellement toxique, etc. Le degré de circularité, le taux de réemploi, parce qu'en fait, comme on l'a dit que j'ai une certaine quantité de produits réemployés, je peux calculer en masse le taux de réemploi.
Je peux calculer un degré de circularité, je peux calculer un degré de démontabilité, puisque c'est une information que j'ai mis au niveau de mes gisements. Et je peux même calculer ce qu'on appelle la valeur économique résiduelle de mon bâtiment ou de mon patrimoine. C'est comme, ça c'est quoi? C'est comme votre véhicule. Quand vous changez de véhicule, il a une valeur Argus. Ouais. Vous n'imaginez pas aujourd'hui de payer quelqu'un pour emmener le véhicule à la casse. Ça n'existe plus. Ça a existé, mais ça n'existe plus. D'accord? Aujourd'hui, vous dites, non, mon véhicule, il y a un barème Argus, je vais récupérer. Et puis si en plus mon véhicule était super bien entretenu, peut-être je peux même récupérer plus que mon barème Argus. Là, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle, nous, la valeur économique résiduelle. Donc, on est capable de calculer. On a de grosses tables depuis 15 ans qu'on est dans le business de l'économie circulaire. On sait, en fait, une hypothèse haute et basse, combien on peut revendre, en fait, produit, emploi du recyclage, des produits et des matériaux. Donc, on est capable de calculer en hypothèse haute et basse combien, sur la base des produits qui constituent, par exemple, ma maison ici, combien, en fait, je peux récupérer, donc, en pourcentage du coût d'acquisition des produits, dans le futur, quand ces produits seront usagés. Ouais. C'est la data. Il n'y a rien de magique. Alors, il y a de l'IA qui est un peu compliqué, mais au final, c'est de l'algorithmie, mais l'algorithmie n'a de sens que si elle repose sur des data qualifiées. Ouais. Ça, c'est donc la signature circulaire qui est calculée pour une maison, les maisons que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, c'est le projet tel que construit, c'est-à-dire la réalité de ce qui constitue, des produits qui constituent la maison en question. Le choix qui avait été finalement fait, c'était de pouvoir donc récupérer, vous savez, les 6 gisements dont je parlais tout à l'heure, donc faire du réemploi de la structure. Ça se voit ici, vous voyez, 35% emploi des gisements sont issus du réemploi. Ça correspond en fait à la structure. Les produits qu'on a dit, ceux-là, je les garde. Je ne reconstruis pas à neuf, je garde la structure, je garde les menuiseries extérieures, intérieures, pardon, la façade intérieure, extérieure, pardon, je garde la façade, je garde en fait les solives, etc. Les six produits que je vous ai montré tout à l'heure. Dans le complément de produits qu'ils ont rajouté, bien sûr, vous voyez, grâce à la plateforme, ils ont calculé qu'il y avait 10% en masse des produits qui avaient une part de recyclé dans ces produits-là. Donc on mesure ça facilement également. Donc ça veut dire qu'on connaît la part de recyclé, on connaît la part de réemployé. Ici, on calcule là donc l'empreinte carbone, donc si là on a mis celle de production, par rapport aux produits qui ont été utilisés. Donc on a à peu près 4 tonnes équivalent CO2. Le niveau de santé, vous voyez qu'il est globalement gris. Gris, ça veut dire toxicité inconnue. Pourquoi? Parce que comme une bonne partie des produits qui ont été réemployés utilisaient des passeports génériques dont on ne sait pas mesurer la toxicité puisque c'est des produits génériques, bah, du coup, ça nous fait 63% en masse de produits à toxicité inconnue. Et le reste, vous voyez, à part 2 petits pourcents, ils ont fait un effort sur une toxicité, des choix de produits qui avaient une toxicité dite maîtrisée. Je ne rentre pas dans le détail de ce que ça veut dire, mais ça veut dire que c'est des bons produits pour la santé. Et puis là, vous avez calculé la valeur économique résiduelle, une hypothèse haute et basse, c'est-à-dire qu'il pour récupérer, s'il revendait la totalité des produits qui constituent la maison, alors il y a 2 hypothèses, en reconstruction ou en rénovation, entre 4,5 et 14,6% du coût d'acquisition de ces produits-là. Ouais. On travaille avec des foncières privées qui sont en train de réintégrer ces informations-là dans la valeur vénale de leur bâtiment. Ouais. Donc, et puis un degré de circularité qui est calculé, qui tient compte de la part de recyclé versus les prochaines vies compte tenu des produits sélectionnés. Donc ça, c'est le scénario tel que construit. Ici, on a dit, bah, très bien, et qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait du réemploi de la structure? Ben, on voit que du coup, en fait, immédiatement, bon, évidemment, là, on tombe à 0 sur le réemploi, le degré de circularité évidemment est impacté, et on tombe et on monte en fait à 7 tonnes versus, donc on double en gros le poids carbone. Oui. Et ça, il suffit juste en fait de dire ce produit-là, il était réemployé, ben, il n'est plus réemployé dans la plateforme. On fait une petite modification de 6 gisements, et j'appuie sur un bouton, ça me fait le calcul immédiatement. Donc ça permet aussi de faire de la simulation quand on fait l'éco-conception. Ensuite, on a fait un troisième scénario qui nous a été demandé, enfin plutôt qui a été demandé par Maison et Cité à Eiffage. Et donc ils ont dit qu'est-ce qui se passe si en plus du catalogue Maison et Cité, qui est le catalogue de base qui est conseillé, on fait un effort pour aller chercher des produits plus bas carbone, plus vertueux d'un point de vue environnemental que ce qu'est le catalogue Maison et Cité. Et donc à travers la librairie de passeports circulaires, ils ont fait des choix de remplacer une porte métallique de 383 kg équivalent CO2 donc en matière de production, par des portes extérieures bois. Oui, donc là, ils divisent par 10 en fait, enfin 5 à 10. Ils ont fait le choix ici, vous voyez, d'avoir des produits où il n'y avait pas beaucoup de recyclés, à des produits où il y a beaucoup plus de recyclés, à 25%. Des produits qui étaient, bon, là aussi on est toujours sur le recyclé, des produits qui pouvaient être problématiques du fait de certaines toxicités, etc., par des produits qui étaient complètement sains. Oui. Donc en termes d'alternatives santé. Et du coup, ça nous permet, en remplaçant en plus
en faisant, et ça sera fait pour la tranche 2, pas pour la tranche 1. Donc de remplacer des produits qui étaient dans le catalogue Maison et Cité par des produits encore plus bas carbone issus de la librairie, de tomber carrément en fait à presque, enfin moins de 2 tonnes équivalent CO2 et d'améliorer en fait le niveau de santé. Ouais. Donc ça a plusieurs enseignements. Ça veut dire qu'on peut créer des bâtiments, des maisons plus conscients, ou plus conscientes, ou plus consciemment, par les choix de conception et les choix de produits qu'on va sélectionner. C'est comme ça qu'on va construire un monde meilleur, un monde plus circulaire, c'est en faisant attention et en ayant les moyens de faire des choix plus conscients. C'est ce qu'on propose. Typiquement ici, je suis passé de 7 à 2. Donc la tranche 1, finalement, ils auraient pu faire du 7 s'ils étaient en construction purement neuve. Ils ont fait de la rénovation, donc ils ont divisé par 2. Et ils peuvent encore diviser par 2. Enfin, ils diviseront par 2 aussi pour la tranche 2. Quand je dis ils, c'est FH Construction pour le compte de Maison et Cité. Et là, vous avez sans doute entendu parler de la notion de crédit carbone. Et Rémi en reparlera largement tout à l'heure. Crédit carbone, donc aujourd'hui, on dit oui, ben, on va planter des arbres pour absorber du carbone. La plupart du temps, c'est pas fait ou mal fait. Donc 95% du temps, c'est mal fait. Il faut juste le savoir. On est en train de réfléchir justement avec Habitation 17 et d'autres, Domo France et d'autres, en fait, à voir comment ces crédits carbone peuvent être liés au fait de rénover plutôt que de reconstruire. Ouais. Typiquement, vous voyez, entre la différence entre une construction neuve et donc une rénovation avec des produits bas carbone, ça fait un différentiel à peu près de 5. Aujourd'hui, le coût de la tonne de CO2 évité, c'est de l'ordre de 25 € dans le bâtiment. Donc ça fait en fait, on peut dégager un petit bénéfice. Bon là, c'est un petit bénéfice sur 129 maisons, davantage pour les 4 tranches, beaucoup plus sur un patrimoine. Mais je ne dis pas plus parce que Rémi va en parler plus largement tout à l'heure. Dernière chose, ce qui a été fait aussi pour Maison et Cité, enfin pour ces cités-là, c'est que maintenant, donc ils sont inscrits au programme PIRE. Et PIRE, c'est le programme dont parlait un petit peu Kenzie tout à l'heure. En fait, c'est 40 bailleurs aujourd'hui, 20 de plus tous les mois, qui s'associent justement pour mettre en commun leurs gisements et leurs besoins. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être, même si on s'appuie sur des AMO réemploi de qualité, bah, c'est pas des magiciens. Hein. Il faut aller chercher les débouchés. Caractériser le gisement, chercher les débouchés. Donc là, l'idée, en fait, c'est que tous ces bailleurs-là, donc vous voyez, dans le Nord, il y en a un certain nombre, donc ça sera bien pour eux, tous ces bailleurs-là puissent effectivement pouvoir importer tous les diagnostics PEMD aux ressources, ou voir les stocks qu'ils ont, qu'ils puissent consulter ça eux-mêmes, ou leurs prestataires, ou leurs partenaires puissent consulter, en fait, ce stock qu'on estime aujourd'hui à 12 000 gisements, et qui pourra monter jusqu'à 45 000 gisements en rive de croisière, pour que derrière, en fait, ils puissent avoir, grâce aux fonctions de la plateforme, et grâce à un ressource manager partagé, des propositions, des notifications d'écosystèmes de réemploi, pour faire gagner du temps à eux-mêmes ou à leurs prestataires. Donc même si vous avez un AMO réemploi, il peut très bien avoir un compte, c'est gratuit, hein, c'est illimité, pour pouvoir, en votre nom, être aidé dans son travail, pour pouvoir avoir accès à beaucoup plus de gisements, si vous voulez faire du réemploi, ou beaucoup plus de débouchés, si vous voulez vendre ou donner, en fait, vos gisements diagnostiqués. Oui. Donc en fait, il y a un ressource manager qui fait tout le travail d'administration, d'import des gisements, de création des écosystèmes, de suivi, aussi de qualité. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle sur les besoins qui sont créés, la qualité des besoins, la qualité des données qui sont importées, c'est hyper important. Et puis il y a un rôle responsable besoin qui est donné en fait à un bailleur qui peut ensuite nous dire, je veux aussi que tu le donnes à un tel, un tel, un tel, un tel, parce qu'il travaille pour moi. Et du coup, ils pourront déclarer des besoins, ce qui permettra de créer des écosystèmes de réemploi. Voilà. Ce que je disais à l'heure, donc 40 bailleurs aujourd'hui. Le programme a été lancé le 21 septembre, c'est récent, mais ça a eu beaucoup de succès. On rentre aujourd'hui à peu près, on espère en fait que 20 bailleurs nous rejoindront chaque mois. Et chaque bailleur en fait a le droit à 3 opérations émettrices de gisements. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'ils vont continuer à améliorer un petit peu tout ça. Et là, je donne la parole maintenant en fait à Rémi. Qui lui va nous montrer en fait comment on peut avoir une vision de la décarbonation à travers un plan stratégie de patrimoine carrément à la taille en fait d'un patrimoine, pas uniquement d'un projet. Bonjour messieurs dames, Rémi Roca, directeur de la maîtrise d'ouvrage d'Habitat 77. Donc en gros, on est parti d'un facteur que le bâtiment c'était fallait qu'il soit calculé en coût global. Et quelque part, lorsqu'on rénove des bâtiments, lorsqu'on construit un patrimoine ou lorsqu'on rénove un patrimoine,
Il faut savoir d'où on part et où on arrive. Donc, l'objectif principal, c'était dans un premier lieu, la digitalisation de la donnée, pour savoir exactement de quoi était composé notre patrimoine, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il il a été construit de telle manière, il a été construit par quel architecte, parce que bien souvent, vous allez vous rendre compte que sur des patrimoines des années 60, vous avez une reproduction des ensembles, donc sur la récupération, pour savoir de quelle manière elle a été construite, parce que vous allez détruire un certain nombre de patrimoines, vous allez en réhabiliter, donc quelque part de savoir de quoi est composé son patrimoine, c'est hyper important parce qu'il y a des sites qui peuvent recevoir de manière facile des matériaux, parce qu'ils ont été conçus de la même manière et à la même période. Donc, quelque part, on s'est affilié avec Oxand pour définir notre trajectoire patrimoniale et stratégique et financière pour dire, notre patrimoine, il est composé de tels matériaux, de tant de surface de plancher, et on a mis des lois sur le vieillissement pour les différents composants. Donc, un composant revêtement de sol, il est vieux à partir de quelle période, il doit être renouvelé à partir de telle période. En tout cas, c'est une trajectoire financière et stratégique de l'ensemble du patrimoine. Donc, on a classifié 18 500 logements sur cette opération. Là-dessus, on est venu intégrer Upcyclea en termes de collaboration et avec un rapport avec Oxand, parce que Oxand travaillait au niveau du bâtiment, sur l'enveloppe du bâtiment, sur la structure du bâtiment, sur un certain nombre de composants du bâtiment, et on a voulu travailler sur la décarbonation et travailler plutôt au niveau du logement. Donc là où on partait de 1200 bâtiments classifiés, enregistrés, digitalisés, on est venu rentrer les 18 500 logements composant ces bâtiments. Donc l'inventaire, il s'est fait sur la base de commerce, de logements collectifs, de logements individuels, de foyers, toute la composante d'un ensemble immobilier. On est parti de 18 composants d'Oxand et on a défini avec Upcyclea 72 gisements qui caractérisaient, au titre des passeports circulaires, qui caractérisaient l'ensemble du patrimoine. L'inventaire a été réalisé, tout ça a été rentré dans la machine, et puis derrière, la machine, il faut qu'elle réfléchisse et qu'elle tourne. Et qu'elle nous donne des objectifs et une traçabilité, puisque je rappelle que nous devons caractériser le parc pour savoir d'où on part, pour savoir vers quoi on va et où on arrive. Et là, on nous attendra sur des mesures mathématiques, de savoir si on dit qu'on a fait 30% de recyclage parce qu'on a fait la réhabilitation sans écrire d'où on part, on n'a rien écrit finalement, on n'a rien démontré. Donc l'intégration de l'outil de gestion circulaire, donc le passeport circulaire a été la base pour caractériser le parc. Donc on a défini 1104 sites, 79 000 gisements qui ont été identifiés, l'apport de tous les sites, les informations de surface, l'apport de tous les gisements, ce qui a donné une donnée stratégique en termes de suivi de patrimoine. Il y a le patrimoine qui doit être réhabilité, combien ça coûte, le patrimoine qui rentre, les programmes neufs, combien ils coûtent, et ainsi de suite. Donc un plan stratégique du patrimoine et financier réalisé en intégrant la valeur carbone. Donc les signatures circulaires, c'est l'intégralité du parc, c'est 500 000 tonnes de CO2. Les signatures circulaires, comme les produits d'origine, on ne les connaît pas, ils sont pas définis, quelque part on est parti sur des produits non connus. Hors béton, on se rend compte que sur les bétons, quelque part on a des choses qui sont pas réemployables, puisque de toute manière on connaît les bétons qui vont partir en décharge puisqu'ils sont amiantés ou autres. Donc on part d'un constat initial où notre parc est plutôt très basique, parce qu'on ne connaît pas sa composition exacte. Donc là-dessus, on est parti sur 3 hypothèses de décarbonation. Une hypothèse scénario 1, rénovation énergétique, reconstruction neuve en béton avec produits sains et bas carbone, rénovation énergétique puis reconstruction neuve bois avec partie sain et bas carbone, et rénovation énergétique puis rénovation lourde avec produits sains et bas carbone.
Donc les trajectoires, l'évolution de l'empreinte carbone, on part de 500 000. Si on est sur un scénario reconstruction neuf bois, on est à 266 000. Si on est sur un scénario reconstruction neuf béton, à 281 000. Et si on est sur un scénario rénovation lourde, on descend à 188 000. Donc on est capable de définir une trajectoire en fonction de l'orientation stratégique qui va être retenue. Mais pas que. On est capable aussi de définir une politique achat-marché. Parce que comme on a une trajectoire aussi en termes de composants, de vieillissement de composants et autres, on peut définir que tel composant, il devra avoir telle caractéristique lorsqu'on va le remplacer dans le neuf, dans la réhabilitation, mais aussi dans la recomposition, dans le remplacement de composants. Dans le même temps, j'ai voulu qu'on s'attache aussi à la valeur santé du composant. Parce que je construis, je réhabilite, je suis bailleur social, des logements dans lesquels je mets des locataires. Donc de dire que le produit est propre en termes de sanitaire, c'est important. On ne doit pas travailler que la valeur carbone, il faut travailler toutes les valeurs. Et quitte à retravailler une politique achat-marché, autant intégrer d'entrée l'ensemble des valeurs. Donc aujourd'hui, l'usage de Psycléa montre que suivant l'option qui est prise, suivant notre PSP, on a un crédit carbone certifié à peu près 8 millions d'euros. Ces 8 millions d'euros nous permettent deux choses, de montrer que la courbe de décarbonation à 2030, elle est à peu près conforme par rapport à notre stratégie globale, que notre PSP nous permet d'atteindre tel niveau, alors notre PSP c'est notre capacité d'investissement, et que la trajectoire de capacité d'investissement nous permet de nous situer à 2030, mais nous permet aussi de nous situer à 2050 par rapport à la neutralité carbone attendue. Donc tous ces calculs permettent de démontrer de manière factuelle et mathématique une trajectoire et de donner une politique d'achat, de remplacement de composants, de définition des nouveaux programmes, et une trajectoire pour un office ou en tout cas pour un organisme. Ici on parle d'un organisme HLM, on peut parler d'une politique achat pour une ville, d'une politique achat pour peu importe l'outil, peu importe la manière, mais en tout cas ça nous permet de démontrer un certain nombre de choses. Donc déployer les actions d'industrialisation, c'est maîtriser le réemploi, c'est éco-concevoir, c'est ressources management, mais c'est aussi connaître son patrimoine et connaître exactement de quoi est composé son patrimoine. Développer des projets puits de carbone, disposer de processus et d'outils permettant la bonne réalisation des étapes précédentes. Voilà en gros, donc la politique globale d'Habitat 77, c'est je pars d'un postulat où j'ai un patrimoine, de quelle manière je vais le transformer, de quelle manière je vais accompagner cette transformation, à quel coût, et est-ce que c'est soutenable pour l'établissement, parce que on peut tout écrire, mais il faut savoir de quelle manière je vais l'écrire, de quelle manière je vais me placer financièrement. La deuxième chose, c'est aussi de se dire, à quel moment il est important de faire du réemploi en masse. Et là, je rejoins ce qui a été présenté précédemment. Nous, on se sert en gros des opérations de type en rue, sur lesquelles on a une part de démolition. Aujourd'hui, Habitat 77, c'est 720 logements démolis. C'est en gros 20 AMO qui travaillent aussi bien sur du neuf, sur de la résidentialisation, sur de la réhabilitation. Et c'est de dire, je prends un AMO qui me définit sur la démolition l'ensemble des gisements et qui va travailler avec tous les autres AMO et qui, avant de passer les marchés travaux, va définir l'ensemble des matériaux, où est-ce qu'ils vont aller, de quelle manière et ainsi de suite. Et d'intégrer cette démarche-là au plus court sur une ville, sur une agglomération, avec des trajectoires de matériaux qui soient, en termes d'impact carbone, les plus bas possibles. Et de travailler en coût global. Si je l'emmenais en décharge, à quelle distance est la décharge? Combien j'ai de dépenses carbone pour aller jusqu'à la décharge? Combien j'ai de dépenses carbone pour le retraiter? Et combien j'ai de dépenses carbone pour le réemployer au plus court? Et de faire la démonstration entre les deux en coût global,
savoir lequel, est-ce que ça coûte cher de faire du réemploi ou est-ce que ça coûte pas cher. Parce que donc c'est tous les marchés qui sont aujourd'hui d'être établis avec un REX qui est de dire une option 1, je l'emmène en décharge, une option 2, je retraite sur site et je réemploie à courte distance pour permettre justement d'avoir la démonstration sur le coût réel du réemploi. Merci beaucoup.